Salut à tous, bonsoir. Bon, j'ai pas eu le temps de finir mon café, hein, je suis désolé. Hein. C'est soit je commence le live à l'heure, soit je suis 5 minutes en retard pour le café. J'ai choisi de lancer et d'avoir le café en live. Hein. Donc voilà. Puis on a un beau véhicule ce soir. Hein. Eh, le Monsieur KV2. Hein, alors, les fins limiers du chat auront remarqué que c'est un KV2 de prise. Hein. Oh, Basile, le P2. J'ai fait le P2. J'ai pas fait le P2. Le Petriakov P2. Le chat. Le Petriakov P2, il me semble que je l'ai fait, hein. Je l'ai pas fait, Basile, le Petriakov P2. Il me semble que si, hein. Je crois que je l'ai fait, hein, parce que un des souvenirs que j'ai du Petriakov P2, c'est qu'ils l'ont lancé, ils l'ont envoyé sur les chaînes de montage avec la pré-série, sans avoir corrigé aucun défaut. Hein. Oh la vermine, le P2 est fait. Regardez, je le savais. Ma mémoire de boomer. Je m'en rappelle du P2. Tu t'attaques à un monstre. Ah, littéralement, ouais. Hein. Un monstre, ouais, un monstre. Hein. On va parler du KV2. Va vérifier, Basile. Puis avant la fin, tu me diras, j'ai mes listes d'ouvertes. Donc ouais, les fins limiers du chat ont remarqué que sur l'artwork, il s'agissait pas à proprement d'un KV2, mais d'un KV2 734R, qui est un boiteux KV2, un KV2 de prise, réutilisé par les Allemands, puisque les Allemands ont réutilisé beaucoup de KV2. Il y a des raisons à cela, de pourquoi ils en ont eu autant, et les ont utilisés bien plus tard que les soviétiques. Mais on va reparler un petit peu de ce véhicule. Alors, on a déjà parlé du KV2. Ceux qui se rappellent, on avait traité du KV1. On avait traité du KV1. J'avais été assez critique avec le KV1, même si je considère pas que le KV1 est un mauvais tank, même s'il avait de gros soucis de fiabilité logistique autour de son châssis, et qu'il avait, voilà, et que en 43 il était obsolète, surtout avec l'arrivée de modèles allemands, que ce soit avec du Panther et compagnie. J'avais parlé cette mocheté. On croirait des lances fumigènes. Non, c'est possiblement un espèce de Katyusha à l'allemande, ou alors ça sert simplement de râtelier à l'arrière. C'est pas des fumigènes. D'ailleurs, il y a marqué arriéré, je crois que... Attends, je vais t'autoriser, hein. Ça a été bloqué par mon automode. C'est pas des fumigènes à l'arrière. J'ai la photo originale de ça. L'artwork a été inspiré d'une vraie photo, et il s'avère que j'ai la vraie photo. Je l'ai trouvée. Et on va voir ça vu sous un autre angle. On pourra déterminer si c'est une espèce de Katyusha allemande, ou alors simplement des râteliers de réserve. Souvent, ils étaient avec de l'infanterie ou des tanks dans des Panzer-Division. Et allez savoir s'ils les ont pas utilisés pour plein de trucs. Un vrai tank à la Foxhole, complètement. Hein. Monsieur Ricky, 14 mois. Ton Semovente. Attends, ton Semovente, à un moment, il va finir par arriver. Hein. Liste tank. Hop, hop, hop. Vente. Hop. Plus. Voilà. Tac. Parfait. Donc ouais, le KV2, ouais. Donc quand on avait parlé du KV1, le KV2 est une variante du KV1, d'accord? C'est une variante. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu parlé du KV2, mais j'avais pas trop voulu rentrer dans le détail. Bah pour me laisser un Wartank sur le sujet. Parce que c'est quand même, je suis désolé, j'adore le KV2. Le KV2 est un design what the fuck à la soviétique. Est-ce que le design est absurde? Oui. Il y a des raisons. Mais il y a des raisons. Nous, on sait pourquoi c'est absurde. Et encore, vous, peut-être pas. Mais on va expliquer ça ce soir. Il y a des raisons de pourquoi les soviétiques ont fait ce véhicule comme ça. Ils vont en payer les conséquences. Et c'est pas pour autant une voie de garage. Mais c'est une erreur de design. On va expliquer pourquoi c'est une erreur de design, les conséquences terribles de cette erreur de design. Mais c'est... voilà. On fait tous des conneries, non? Hein? On fait tous des conneries. Vous avez jamais fait de conneries, vous? Ils en ont fait que 200. Vous vous rendez compte? Le KV2, tout le monde le connaît. C'est un char emblématique, le KV2. Ils en ont fait que 200. Pourtant, tout le monde connaît ce tank. C'est... Voilà. Et c'est vrai que... on va revenir un peu en détail de
pourquoi ils l'ont fait, comment, dans quel objectif. Et voilà. J'espère que l'équipage a de la place à l'intérieur. Ah, ils sont 5 membres d'équipage, voire 6 après. C'est... La tourelle est grosse, mais c'est aussi... Elle est lourdement blindée, la tourelle. La tourelle est pas juste fragile. Vous savez c'est quoi le poids de la tourelle, là? Ah, la tourelle du KV2. Quel poids elle fait? On parle en tonnes, hein. « 8 tonnes, 25 tonnes, 5 tonnes. Elle fait 13 tonnes, la tourelle du KV2. 13 tonnes. C'est dément, 13 tonnes. Oui, je montrerai la photo du KV2 Pinocchio. C'est du 107 mm, je crois, de marine. J'ai quelques photos. Elle fait 13 tonnes, la tourelle du KV2. Et... faudra aller vérifier. Je vais pas m'avancer à 100%. Mais je pense que le KV2 est le véhicule le plus lourd jamais mis en ligne par les soviétiques. En tout cas, sur cette période. Avec près de 53 tonnes. C'est une version allemande, absolument. C'est le KV2 734R, qui est la version Beute, avec une tourelle, un tourello de P3, et plein de petites modifications allemandes. Hop là. Donc ouais, c'est un véhicule assez à part. Il faut qu'on reparle du KV1. Le KV1, 53 tonnes. C'est le véhicule soviétique le plus lourd à la Seconde Guerre mondiale. Il est plus lourd qu'un T-35, le combo T-28 T-35, il est plus lourd qu'un IS-2, il est plus lourd qu'un KV-1 ou qu'un IS-1. C'est un problème. Ce poids plus lourd ne veut pas dire meilleur, et ça va avoir des conséquences tout ça. Donc voilà les KV-1. Donc les KV-1, j'en ai déjà parlé. Allez voir le War Tank sur le KV-1. Qui, comme je dis, qui est un véhicule assez particulier. Les soviétiques l'ont gardé longtemps en ligne. Un véhicule avec des qualités, mais qui va aussi avoir ses problèmes à partir de 42-43, quand les Allemands vont commencer à amener du vrai matériel anti-char en ligne. Le KV-1, s'il avait l'avantage d'avoir un très bon blindage, va commencer à perdre de son efficacité à partir de 43, au point que les soviétiques devront le retirer des unités en ligne pour le remplacer entre autres par des T-34-85 et des modèles de tanks mieux adaptés, dont l'arrivée plus tard après des premiers ZS et compagnie. Et le KV1 est quand même un véhicule qui va être construit en grande quantité. Et là, vous le voyez en Finlande, parce que le KV1 va avoir le baptême du feu en Finlande. 50 tonnes pour l'IS, ouais. Et l'IS-2 est déjà un des véhicules les plus lourds jamais mis en ligne. Le KV2 est plus lourd que l'IS-2. De quelques tonnes. Ce qui est totalement dément. Quand on voit que déjà, le KV1 était assez pâteau sur son châssis. Donc ouais, on a un des bilans de la guerre d'hiver, ce qu'on appelle la guerre d'hiver. Hein. L'IS-3 dépasse pas 50 tonnes. Les soviétiques ont appris à pas faire des chars trop lourds pour des raisons de logistique. Et ils essaieront de jamais dépasser les 46-47 tonnes, parce qu'eux-mêmes avaient conscience que c'était une énorme contrainte de monter au-delà des 50 tonnes. Donc même l'IS-3, l'IS-2, l'IS-3 vont rentrer dans un certain canevas de limiter le poids pour des raisons logistiques. Et... donc ouais, les KV1 en Finlande, pendant la guerre d'hiver, qui va durer de novembre 39 jusqu'à mars 40, les soviétiques vont se rendre compte qu'ils ont un énorme problème de punch dans leurs unités de première ligne, face entre autres aux cibles molles finlandaises, que j'appelle les cibles molles, c'est les bunkers, les zones fortifiées finlandaises, et que le KV1 n'arrive pas à, malgré le KV1 quand même est un monstre hein, pour les Finlandais, hein. Le KV1 ne sont pas adaptés à neutraliser les défenses. Le problème de faire des hors-sujets sur des zones, des batailles ou des guerres entières, c'est que c'est compliqué de résumer la guerre d'hiver en une heure, tu vois. C'est compliqué. Et moi, je sais pas comment faire ça. Déjà, la bataille de Midway, ça fait longtemps que je dois la faire, la bataille de Midway. Mais j'ai 30 pages de texte sur la bataille de Midway, je peux pas faire ça en une heure, quoi. Donc ouais, le problème, c'est que War Tanks Warbird est pas fait pour traiter des sujets trop vastes, en fait. Et traiter d'une guerre entière de 5 mois de guerre, c'est compliqué. Fais 2 épisodes, ouais, mais bon, fais-en 3 après, tu sais. Ça n'a pas vocation à faire de la surenchère, quoi. La synthèse est un art, absolument, mais c'est pas facile, des fois, de faire de la synthèse.
Donc ouais, les, les généraux soviétiques vont hurler qu'il leur faut un véhicule, qu'il leur faut de la puissance de feu, d'accord? Qu'il leur faut plus de punch. Et l'idée va prendre d'utiliser un châssis qui existe déjà, et qui même s'il a ses problèmes est quand même bien pratique, et c'est le châssis du KV1. Donc on va prendre le donc là vous voyez le KV1 là, devant je sais pas trop ce que c'est, devant c'est pas deux BT7 devant peut-être le chat, les deux tanks devant là, c'est 2 BT7 ou 2 BT5 peut-être. En tout cas la colonne elle a pris cher là. BT7 ouais, ça ressemble à des BT7 hein. Ça vous donne déjà la différence de taille. Déjà le KV1, le KV1 on est en 39, c'est un char monstrueux quoi. On va reparler du choc des Allemands devant le KV2. Et donc ouais, des BT5 ouais, c'est clairement BT5 ou BT7 hein, c'est du BT hein. Vu le merdier. Hein. Donc l'idée va prendre de vous prendre la caisse du KV1. On va même garder l'anneau de tourelle et de designer un truc beaucoup plus lourd avec un canon beaucoup plus gros dessus. Vous comprenez qu'on va essayer les Russes s'en foutent du poids. Ils veulent avoir un véhicule d'accompagnement d'infanterie. Ils veulent avoir un véhicule capable de neutraliser des défenses. Donc il n'a pas vocation à aller engager d'autres chars. C'est vraiment un véhicule pour neutraliser des fortifications. Il va être pensé anti-bunker, absolument. Il va être pensé comme ça. Donc va naître, on a plusieurs variantes. Ils vont essayer pas mal, vous pouvez vous en douter. Ils vont essayer pas mal de canons différents pour voir qu'est-ce qui est le mieux adapté. Nous, bah, on connaît la version finale avec l'obusier, le Windsor de 252, le M10. Mais c'est vrai qu'ils vont pas mal... C'est une énorme pièce. C'est une énorme pièce. Et ils ont aussi appris de la guerre de Finlande qu'il faut protéger efficacement les tankistes et les servants de pièces, entre autres des tireurs de précision, si dans des zones avec de la forêt, peut-être aussi d'unités d'infanterie qui approcheraient à proximité. Ils vont en faire une vraie forteresse, hein, ce machin au printemps 40, mais en termes de stats de blindage, c'est fou. Où ils sont allés chercher ça? La contrepartie, c'est que ça fait le poids d'un char tigre. Hein, ça, en termes de poids, on est plus proche d'un char tigre que d'un T-34. Hein. C'est un monstre. Donc là, ça, c'est le proto de février. Le proto de février 40. Et on a eu quelques variantes sympas parce qu'ils ont pas mal hésité. Sur sur quoi mettre comme canon. Là, vous avez encore une autre variante qui est la version de septembre 1940, qui est une des versions finales, mais avec une tourelle un petit peu plus mince. Donc vous comprenez que c'est le même anneau de tourelle que la tourelle du KV1. Hein. Ça va poser problème pour plus tard. Voilà la trappe d'ouverture à l'arrière, par où on rentre dans la tourelle. Donc la tourelle, elle est gigantesque. Hein. D'ailleurs, j'en vois beaucoup qui en parlent. Mais voici une des autres tentatives, qui est avec le canon naval de 107, qui vont... il y avait des projets de faire un KV3, KV4, KV5, des espèces de chars super lourds, en utilisant cette base. Donc ils vont très sérieusement tester un KV avec un canon à haute vélocité différent de l'obusier de 150, voilà. Il a son charme, hein, il fait un peu Terminator, hein, regardez-le là avec son gros machin. Donc c'est un canon de 107. C'est un beau joujou, hein. Ah, il est sur War Thunder, cette merde là. C'est pour ça que vous connaissez tous aussi, je me disais bien. Donc ouais, ils vont pas mal tester. Ça va être fait en quelques mois, ça. Hein. Ça va être ils vont être très rapides à designer ça. Et ils vont lancer les chaînes de montage. Il se fait pénétrer par un Panzer III de flanc. Un Panzer III avec un 50 mm à haute vélocité. Avec du tungstène, probablement. Mais il va falloir approcher très très près. Tu veux pas approcher d'un KV2. Tu veux surtout pas approcher trop près d'un KV2. Généralement, un KV2, il est pas seul. Hein. Il a de l'infanterie avec lui, ou il a peut-être d'autres tanks. Le poids de la munition de 152. Oh putain. Alors dans la tourelle là, alors attendez, on va revenir sur sur celui qui nous intéresse, la version voilà. Ils
Ils mettent 20 obus à l'intérieur. Hein. Alors, je vais peut-être m'avancer, quelqu'un ira vérifier, mais la munition, elle doit faire 30 ou 40 kilos. Obus Gargousse, ça doit faire 30-40 kilos. Hein. Et ça, pour peut-être même probablement en deux parties, comme l'IS-2, c'est une abomination. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour faire un duel de chars. Vous n'êtes pas là pour tirer vite. Vous êtes là pour neutraliser des bunkers et tout ça. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. L'opération Bagration, putain, quand je disais qu'il est difficile de traiter d'opération et tout ça, voilà un parfait exemple. Traiter de l'opération Bagration, pas facile du tout comme sujet, en 1 heure. Ça force à la synthèse extrême. Voilà. 40 kilos sur War Thunder. Non, il n'y a pas 36 obus, il y a 20 obus à l'intérieur d'un IS-2. Mais ouais, 40 kilos, ça semble logique. 40 kilos, ça serait le poids d'un obus. Quand tu vois le 122 mm de l'IS-2, c'est compliqué. Donc ouais, ils vont déployer ça dans des unités de tank. Genre comprenez que ça accompagne des unités régulières de tank. On pourrait se dire si c'est un espèce de canon d'assaut. Hein, ça serait un espèce de canon d'assaut. En termes d'utilisation, c'est plus proche d'un Stug. Au niveau doctrinal, c'est plus proche d'un Stug que d'un char de bataille. C'est censé accompagner l'infanterie. Il se déplace à 10 km/h max. Il est tellement lourd. Hein, il est tellement lourd que vous pouvez oublier les chevauchées fantastiques dans la profondeur. C'est vraiment un véhicule... et attendez, faut pas l'envoyer sur un terrain un peu meuble. Hein. Faut pas l'envoyer sur un terrain un peu meuble. Hein. Là, il est tellement lourd que dès qu'il y a un peu de boue, c'est finito. Hein. Donc ils vont envoyer ça. Quelles sont ses dimensions? Ah, il est haut. Il est très très haut. Écoute, tu vas sur Wikipédia et puis tu vas voir les dimensions. Voilà. Mais il est gros, ouais. Il est très très gros, très très haut. Et sinon, c'est le gabarit d'un KV1, puisque c'est le châssis d'un KV1. Donc ouais, les Allemands, ils ont rien pour percer ça. Hein. En juin 41, les Allemands, à part un canon de 88 ou de l'artillerie lourde ou un Stuka, ils ont matériellement dans leur arsenal absolument rien pour percer un tel engin. Rien du tout. Donc on pourrait se dire incroyable, c'est bon. Eh les gars, votre ennemi là, il peut pas vous battre. C'est parfait. Hein. Et c'est pour ça que toutes les photos qu'on va voir ce soir, 90% des photos de KV2, c'est des KV2 abandonnés. C'est des KV2 qui ont été abandonnés par leurs équipages pour des pannes mécaniques. Déjà que le KV1 était pas fiable, mais le KV2 voulu rajouter plusieurs tonnes dans le pif. Il était opéré par le corps d'artillerie, pas du tout. Il était opéré par des unités de tankistes, il était dans des unités de tanks régulières. Ce qui fait que c'est contradictoire, alors qu'il est censé faire de l'accompagnement d'infanterie et de la neutralisation de cibles molles. Il a rien à foutre dans des unités de tanks. Et on se retrouve avec ce véhicule monstrueux, impossible à neutraliser par les troupes régulières allemandes, qui se retrouvent avec ce machin. Et ce machin, il est absolument pas fiable. Et dans le feu de la guerre de Barbarossa, qui est extrêmement dynamique, la logistique russe n'est pas là pour réparer les véhicules, pour les dépanner, pour les ravitailler en essence. Et 90% des pertes soviétiques sont liées simplement à des abandons, panne mécanique, ou alors les machins s'est enfoncé sur un sol trop meuble ou il a été amené sur un terrain trop meuble. Donc ouais, toutes les photos qu'on voit là, ça c'est abandonné. Hein. Toutes les photos que vous allez voir là sont des véhicules abandonnés en parfait état. Ça ressemble un petit peu à quand j'avais traité du Tigre, que le Tigre avait ces mêmes problèmes, que quasiment tous les Tigres ils étaient abandonnés. Et ben là c'est la même chose. Et s'il y en a un qui devient gênant, on appelle, comme dit Stéphane, on appelle l'artillerie divisionnaire pour le neutraliser. On le laisse tirer jusqu'à ce qu'il ait plus d'obus. Après, on lui pète ses chenilles et on va foutre une grenade dedans une fois qu'il tire plus à la mitrailleuse. Et on essaie de le neutraliser soit avec l'aviation, soit le feu d'artillerie. On attend qu'il tombe en panne d'essence, comme les BR bis. Les Allemands redécouvrent les joies de tomber sur des chars forteresses. Enfin, vous imaginez les Allemands face à ça?
Mettez-vous dans la place du tankiste allemand qui est en 38T, en 7TP, ou alors dans un Panzer 3, au mieux un Panzer 4 court. Vous arrivez face à ce machin de plus de 50 tonnes. Genre, c'est bien pire que d'être un Sherman face à un tigre. Vous êtes dans une boîte de conserve, et vous tombez face à ça. Comprenez, à bout portant, vous lui faites rien. Genre, en juin 41, ils ont quoi les Allemands comme pack? Ils ont du 37 mm, du 50 mm, mais vous arrivez même pas à le percer le machin. À bout portant, avec du 37, ça ricoche dessus. Les Allemands ont reconverti. Ouais. Et les Allemands vont se retrouver... Alors, c'est un traumatisme psychologique comme pour le KV1. Les Allemands vont se dire, qu'est-ce que c'est que ces machins? Et ça va en faire en sorte qu'on va avoir les panthères qui vont arriver. J'ai souvent dit que le traumatisme de rencontrer des chars soviétiques invulnérables en juin 41, malgré le fait qu'ils étaient très très mal utilisés, va être un tel traumatisme pour les Allemands que ça va faire accélérer certains programmes anti-tank et d'armement qui vont forcer l'introduction en ligne du Tigre très tôt, puis du Panthère. Ils ont déjà le Flak en 88. Ouais, mais tout le monde n'a pas des 88 mm sur le front. Les 88 n'ont pas vocation à être directement sur la ligne de front. Et très souvent, les Allemands sont juste ingénieux. La chance de l'armée allemande en 41, c'est sa capacité à manœuvrer, à faire de la coopération interarmes. Donc on fait de l'interarme. Ça va pas leur empêcher d'avoir de très mauvaises surprises face à des KV2. Hein. Le KV2, il peut pas bouger. Peut-être qu'il a une chenille pétée, mais il a son canon. Et on a des KV2 avec quelques tanks parfois qui mettront à mal des colonnes blindées allemandes entières. Simplement parce que le machin était indestructible. S'il n'y a pas un Stuka pour vous mettre une bombe dessus ou de l'artillerie lourde pour le matraquer, ce machin-là c'est un blocos. C'est un blocos indestructible. Et il peut même bouger. Donc ouais, vous verrez souvent... alors ça, c'est pris en Finlande, en Carélie. Et là, c'est... Vous comprenez que ces chars ont été abandonnés. Hein. Il y en a deux. Regardez, sûrement une panne d'essence. Panne d'essence. Et il y en a un derrière, un là. Et les machins ont juste été... ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés. Quand je dis panne d'essence, ou alors les mecs se sont dit, oh bah merde, moi je me casse, hein. Je reste pas là. Non mais... je reste pas là-dedans, hein. Regardez. Je crois que le tankiste soviétique peut-être a eu peur. Comme je dis, l'artillerie, ça fait vous êtes à l'abri de nulle part de l'artillerie. Hein. Quand vous êtes sous du feu de 150 mm, là, de l'EF, vous le sentez dans votre tank. Hein. Vous le sentez même quand l'obus tombe à 30, 40, 50 mètres, vous sentez les ondes de choc hein, dans le tank. Hein. Vous êtes sous le feu là-dedans, vous avez un peu les boules, vous quittez la route, puis vous vous engagez dans un petit marécage. Et rappelez-vous que... c'est vraiment un char qu'il faut pas amener sur du sol meuble. Déjà, les T-34 n'aiment pas trop le sol incroyablement gras, malgré leur design qui est fait pour. Là, vous l'oubliez. Hein. Il faut qu'il reste sur un sol dur, meuble. Donc, vous avez vu, ça commence à faire beaucoup de contraintes hein, pour le KV2. Hein. Ça fait énormément de contraintes. Hein. Et ça, la quantité de véhicules, là encore, ce véhicule, il est intact. Il a été abandonné sur le bord de la route. Il a été abandonné sur le bas-côté. Il arrivait aussi que... Si ça pouvait casser l'anneau de tourelle quand vous tiriez avec le recul. Il y avait un risque que quand vous tiriez avec le 152, là, vous pétiez votre anneau de tourelle. Vous pouviez détruire le char en tirant. ce qui est un problème, hein. Voilà, hein. Donc ouais, c'est... voilà le genre de photos qu'on voit en 41. On voit des KV2. Ils en ont pas fait beaucoup, mais c'est des photos qui a... Le propagandiste de guerre s'en fout des BT-7, il y en a trop. Par contre, il attire l'œil. Rappelez-vous que le soldat allemand basique, le plus gros char qu'il ait vu, c'est un BR bis ou un Matilda. Et c'est déjà des monstres. Le KV2 est encore une classe au-dessus de ces véhicules. Voilà. Mais les KV1, alors ils ont le même châssis. Donc sans aucun doute que... en termes de chaîne de montage, ils ont beaucoup en commun. Dès que tu partages le même châssis... Il y a même bien sûr que le char bascule sans aucun doute. Hein. Et le fait que le centre de gravité soit extrêmement haut. Alors, comme je dis, je peux comprendre la critique du design. Mais mettez-vous à la place des ingénieurs soviétiques qui ont designé ça. Ils ont designé littéralement une pièce d'artillerie portée avec un canon. Plus vous êtes haut, plus vous voyez loin, mieux c'est. Il était considéré comme invulnérable. Donc le fait d'être en hauteur permettait d'avoir justement une bonne vision pour pouvoir
utiliser le canon de 152. Et il faut le voir comme ça. Ils vont changer leur fusil d'épaule parce que bah, le design est merdique. Le design n'est pas fait pour la guerre de mouvement et les Allemands vont leur rendre compte que vont leur montrer que ouais, ok, vous avez fait un char invulnérable, mais c'est de la merde votre char quoi. Le machin il tombe en panne tout seul, vous n'arrivez pas à le ravitailler ni à le dépanner et vous êtes censé vous les abandonner sur le bord de la route. La curiosité des soldats allemands. Regardez, comme je vous dis, ils ont jamais vu ça. Pour beaucoup, c'est le plus gros char qu'ils aient jamais vu. Et le machin est absolument monstrueux. Comme je dis, quand vous êtes habitué à voir que des petits chars, voilà. Hein. Donc ouais, ils en ont pas fait beaucoup. Hein. Pour le nombre qu'on connaît chez les soviétiques, où on produisait en très grande quantité, ils en ont fait que 200. C'est déjà dingue qu'il y ait autant de photos. Et ça, c'est simplement que c'est les propagandistes allemands, les photographes allemands qui accompagnaient les unités, qui eux-mêmes prenaient beaucoup de photos de ces véhicules, parce qu'il y avait le côté du gigantisme, l'ogre soviétique, vous voyez, le gigantisme soviétique qui abandonne ses tanks sur le bord de la route. C'est une très belle photo qui montre peut-être aussi certaines erreurs qu'ont commis les soviétiques en début de guerre. Et qu'ils vont corriger plus tard. Croyez-moi, ce design-là, ils vont en beaucoup apprendre, et les designs qui vont arriver, c'est pas une... ce qu'ils ont fait là n'est pas une impasse doctrinale. C'est une erreur de design, mais ils sont dans le bon chemin au niveau doctrinal. Mais là, bah, c'est un design de merde, quoi. Le KV2, on va pas se le cacher. Hein. Regardez ça. Là encore, ça a été abandonné sur la route. Abandonné. Voilà. La taille de la tourelle. Ah, vache. Mais moi, je le trouve incroyable, le véhicule, là. On va pas se le cacher. Vous savez, vous avez le droit d'aimer des véhicules de merde. Moi, j'adore le KV2, mais on va pas se le cacher, c'est un véhicule de merde, le KV2. Le KV2 est un très, très, très mauvais char. Un très mauvais design, qui, malheureusement, arrive dans une guerre qui n'existe plus, la guerre de Finlande. Et la guerre de mouvement à l'allemande, ça sonne le glas de ce genre de géant, peu fiable, très gourmand en logistique. Et voilà. Donc c'est vrai que le KV2 est une erreur. Est une terrifiante erreur. Regardez, là, il est sur un sol un peu gras. Il n'a pas réussi à se dépatouiller de ça. Il est trop lourd. Il est beaucoup trop lourd. Et ben là, il s'est enfoncé dans quelques centimètres de graisse. De gras. Un terrain un peu gras. Et puis... terrible, hein. Pas fait pour l'art opératif, non. C'est une erreur d'appréciation. Les Russes avaient besoin... urgemment, avant la fin de la guerre de Finlande, d'un véhicule pour neutraliser des bunkers finlandais. Les ingénieurs l'ont sorti en urgence. Ils ont obtenu ça. Sauf que ça, en 41, face à la guerre à l'allemande, qui est un nouveau type de guerre, ce type de véhicule est totalement obsolète. Obsolète et mal designé. Et c'est un peu une catastrophe. Parce que les soviétiques se retrouvent avec cette espèce de gros machin... et eux-mêmes, ça... ils vont... Hein. Regardez. Elle est belle, la photo, là. Encore un KV2 abandonné. Et à droite, je me demandais ce que c'était le petit machin, là. Ça, c'est un T26 lance-flamme. C'est un T26 lance-flamme à droite, là. Vous voyez, là, l'espèce d'embout bizarre. Je m'en rappelle quand j'avais fait mon Wartank sur le T26. C'est un T26 lance-flamme qui accompagne un KV2. Tout ça a été... ton idée de la durée de construction du char, absolument pas. Ah, tu me poses de ces questions. Dès qu'il y a une tourelle, de toute façon, dès qu'il y a une énorme tourelle, c'est toujours plus compliqué qu'avoir une casemate. Un OT26, ça. Ok. Donc ouais, voilà, là, je suis tombé dessus. Donc encore, tous ces chars sont abandonnés. Vous savez qu'on a vu aucun char détruit. Là, je crois que c'est la logistique qui a dû le lâcher. Hein? Battez-moi un petit peu la bébête. C'est un monstre. Hein. Et ouais, toujours pareil. Hein,
La bonne guerre, hein, mais des errances, une grosse organisation. Ouais, la bonne guerre avec du matériel adapté. Oh, je suis plus moderne que les Allemands doctrinalement parlant. Non, pas plus moderne que les Allemands doctrinalement parlant. Comment ça se... S'ils sont plus modernes doctrinalement, pourquoi ils se prennent une telle branlée doctrinalement? Les Allemands sont au top de l'art doctrinal grâce à l'incorporation des radios et de la coopération interarmes. C'est ça la doctrine victorieuse. Les soviétiques sont sur une doctrine... ils ont loupé le coche. Quand tu te débarrasses de tous tes officiers compétents dans les grandes purges, bah, et que tu commandes tes meilleurs chars au drapeau, ouais, bah ça sert à rien. Non, doctrinalement, les Allemands sont meilleurs. C'est pour ça qu'ils arrivent à battre des engins soviétiques sur le papier meilleurs. Ah non, doctrinalement, les Allemands sont au top. Que tu regrettes qu'aujourd'hui on parle pas allemand. Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases à la con, là? On fait de l'analyse de machins qui se sont passés il y a 70 ans, mec. C'est ça, les Allemands ont 3 ans de guerre dans les pattes, la guerre d'Espagne, ils ont battu la Pologne, je le répète souvent, l'armée allemande de juin 41, l'armée allemande de Barbarossa, c'est sûrement la meilleure armée du XXe siècle qu'on ait eue en termes de guerre moderne. On n'a jamais eu une armée aussi nombreuse et aussi expérimentée en termes d'expérience de combat. Et cette armée, elle va disparaître en 6 mois. Pour aller jusqu'à Moscou, ça va leur coûter très cher aux Allemands. Pourquoi tu critiques l'ingénierie soviétique qui a sauvé la France? Bah je te dis que leur design c'est de la merde. Désolé mais le KV2 c'est de la merde. Et ça a rien sauvé la France du tout. Oh là 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 là, mais mec... Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? La France elle n'existe plus à ce moment-là. Oh là 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 là. La France de 18 est bien aussi. La France de 18 est bien aussi. Mais la doctrine de 18, la doctrine de 40, 39, 40, 41, c'est la suite de la doctrine de 18. Voilà. C'est la même doctrine qui a évolué. La guerre de mouvement, les chars, c'est la même doctrine qui a évolué dans le bon sens. On va dire ça comme ça. Donc ouais, encore des véhicules abandonnés. Regardez ceux-là. Ils sont beaux, hein? Ils les ont abandonnés. D'ailleurs, il y a même marqué... ce char appartient désormais à la première compagnie. Voilà, les mecs ont dit ce char est à nous. Mais ils sont intacts. Voilà. Le design, c'est pas juste un truc esthétique. Bah non. Mettre une tourelle sur un châssis de KV1, une tourelle gigantesque avec un obusier de 152 est un mauvais design. Le design, c'est ce qui fait le côté pratique du véhicule et qui s'intègre dans un aspect doctrinal et opérationnel. Le design, c'est potentiellement ce qu'il y a de plus important. Tu peux avoir un mauvais design, mais qui va peut-être bien s'incorporer dans un truc doctrinal. Là, à contrario, tu as un mauvais design qui va aller avec une mauvaise doctrine, une doctrine obsolète. Donc ouais, vous verrez les Allemands très curieux de tous ces véhicules abandonnés. Regardez derrière, ils sont tous autour, hein. Normal, hein. Je suis contre ta définition du design. Bah écoute, tu m'envoies ravi, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Hop là. Vous savez, le nombre de gens qui sont pas d'accord avec moi, hein, vous avez le droit, hein. Et j'ai aussi le droit d'en avoir rien à foutre. Regardez un peu ça, là. Vous voyez les impacts de 37? Hein, les impacts de 37 sur le côté. Pas mal, hein? Quand je vous dis que ce machin est une putain de forteresse. Les Allemands se sont pas inspirés... Non, personne s'est inspiré du KV2 parce que c'est un mauvais tank. C'est un mauvais design et un mauvais tank. Par contre, ça a été un traumatisme. On dirait des traces de moustiques, mais c'est... Tirer au 37 sur un KV2, à bout portant, ça a l'impact d'un moustique. Ce machin est une abomination. Donc ouais, ça vous donne un petit peu Il y a un côté Sturm Tiger avant l'heure d'avoir un tel monstre. Mais le monstre, c'est un colosse au pied d'argile. Voilà. Là, pareil. Le véhicule derrière, là, c'est pas le canon aussi court du T-30KV. Là, il y a un KV2 devant. Hey, le KV2, ils ont pas réussi à passer le fossé. Hein. C'est un T-34 modèle 40, ça.
Ouais, c'est un T-34 modèle 40. J'ai même pensé à A20 à un moment. Et normalement, le A20, ça tient du prototype. Hein. Mais c'est clairement un T-34 modèle 40 avec un canon aussi court. Et mater un peu le KV2 comparé au T-34. C'est un truc de fou. Mater un peu la... Enfin, le T-34 est déjà... un véhicule... Un gros véhicule, le T-34, par rapport à ce qu'ont les Allemands. Mater le KV2 à côté. Le monstre. Et il a pas réussi à passer le fossé, hein. Ou ils ont peut-être pris la sauce aussi, hein, allez savoir. Hein. Mais ouais, ça vous... Aïe aïe aïe. T-34 avec canon court, ouais, c'est un T-34 de première série. Donc sûrement un T-34 modèle 40, je pense. Donc on me pose la question, est-ce que les Allemands l'ont utilisé? Mais bien sûr. Vous savez bien que on fait du wartime depuis suffisamment longtemps pour savoir que les Allemands ont absolument tout réutilisé. Les Allemands ne jetaient rien. Ils se sont jetés sur les KV2. Ils se sont jetés sur les KV2. Comme des enfants dans un magasin de jouets à Noël. Et ils les ont même directement amenés au printemps 42 à Berlin. Les gigaclodos. En état de marche, hein. Oh, bon, vous savez, la plupart étaient intactes. Il y avait juste qu'à mettre de l'essence dedans. Eh ben, ils ont mis de l'essence, ils en ont ramené à Berlin. Donc là, c'est à Berlin. On défile à Berlin avec des KV2. Non mais regardez, les tanks de l'ogre soviétique. La dernière fois que les Berlinois ont vu un tank, c'était peut-être un 38T. Alors forcément, là, les mecs amènent un KV2. Je dis, ah ouais, les soviétiques, ils construisent bien quand même. Hein. Non mais, on peut comprendre, hein. Sacré monstre, hein. Pareil, et avec des équipages allemands dedans, hein. Comprenez que c'est pas traîné, les machins sont intacts. Hop là, on les amène au pied des gros ministères allemands et tout. Hein. On voit bien la petite tourelle derrière. Mater un peu la taille du monde. Donc, ouais, la taille, c'est terrifiant. Même par rapport à un tigre. Même par rapport à un tigre, il est haut le KV2. Il est horriblement haut. Vous savez que c'est pas bon pour un véhicule d'être trop haut. On reproche au Sherman d'être trop haut en gabarit. Déjà parce que au niveau du centre de gravité, plus vous êtes haut, plus votre centre de gravité va être mal réparti. Et moins votre centre de gravité est bien réparti, plus vous allez pédaler dans la mélasse. Quand le sol devient gras, vous voulez être très bas et bien réparti. Et ce véhicule, c'est que des erreurs de design à la suite, en fait. Mais je comprends pourquoi ils ont fait les erreurs de design. Ils voulaient faire une pièce d'artillerie. Ils voulaient faire une espèce... Ceux qui connaissent peut-être les véhicules modernes, ils voulaient faire une espèce d'AUF-1. Hein, pour ceux qui connaissent les AUF-1 français, sur beaucoup d'aspects, c'est une gigantesque tourelle avec un canon de 155. On y retrouve... design, c'est esthétique. Le design est très esthétique. Ça, je vais te l'accorder. Moi, je trouve que c'est un beau design esthétiquement. Par contre, en termes d'efficacité, c'est de la merde. Mais un design, c'est de l'efficacité. Tu peux designer et être efficace. Un design... En fait, toi, tu vois le mot design comme on fait un sac de mode. Un design, c'est aussi... Un design doit être efficace. Tu fais pas une robe de soirée. Tu fais un tank, bordel. Jamais t'as l'idée de faire quelque chose d'esthétique. T'as quelque chose de faire... Quelque chose d'efficace. Seule l'efficacité prône. Mais putain, mais... Tu le fais exprès ou t'es juste con? Je te dis qu'un design, quand tu designes quelque chose de militaire, l'efficacité est tout en haut. En termes de priorité, tu designes pas pour faire de l'esthétisme. Putain. Écoute, je vais arrêter de lui répondre, il a l'air complètement con. Chut. Et en plus, il me dit de fermer ma gueule. Attendez, je vais le ban. Comme ça, il va arrêter de me faire chier. Incroyable. Hop. Ciao. Ça troll ce soir. C'est dingue. Écoutez, s'il faut virer les gens cons, il faut virer les gens cons. On a autre chose à faire, un sacré débile. Ouais, et puis il arrête pas depuis tout à l'heure, hein. Pas faute d'être patient. Hein. C'est rare, mais il y en a toujours. Donc ouais, ils vont en récupérer énormément. On n'a pas le nombre. On n'a pas le nombre exact de combien ils vont en récupérer. Parce que vous comprenez qu'ils vont être dispatchés partout. Les unités qui les capturent, ils les gardent pour eux. Bah ouais, vous croyez que les Allemands, ils veulent... L'unité d'infanterie, ils capturent 1 ou 2 KV2. Vous croyez vraiment qu'ils vont vouloir les donner à un mec au-dessus d'eux?
Mais bien sûr que non, ils ont pas ça, ils ont pas une pièce d'artillerie mobile. Donc, il y a énormément de véhicules qui vont rester au sein des divisions d'infanterie, des divisions de tanks, on les planque. Certains vont être dispatchés, et on va en retrouver absolument partout, planqués. On a par exemple, ils vont créer une unité pour l'invasion de Malte, j'en avais déjà parlé, mais ils vont créer une espèce de task force pour aller capturer Malte en 42 pour l'opération Hercule, qui était vraiment... J'ai loupé un sub. Oh la vipère. Moi je pense qu'un char doit être beau avant tout. Aïe 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 aïe, bah ouais la vipère. Oh là là. On va le designer pour qu'il soit beau la vipère. On va aller jouer à HOI 4 la vipère, et on va pas faire l'efficacité sur HOI 4. On va faire un joli char, comme ça le sprite sur le champ de bataille, ce sera un joli véhicule. Donc ouais, on va avoir, j'en avais déjà parlé de l'opération Hercule, qui aurait dû voir le jour, hein, ils y étaient presque. Et ils avaient vraiment fait quelque chose de très sérieux, ils avaient tout prêt, ça s'est pas fait pour finir, mais ils avaient préparé un Panzerabteilung d'appui pour envahir l'île, donc le Panzerabteilung 66, donc c'est un ZBV, alors c'est ZBV Panzerabteilung 66, donc ZBV c'est le terme allemand passe-partout pour Zur Besonderen Verwendung, ZBV qui veut dire en fait bataillon d'opération spéciale. Quand les Allemands ont besoin de créer un outil pour une opération, ils vont appeler ça ZBV. Donc très souvent, si vous voyez ZBV, c'est lié à une opération spéciale particulière. Par exemple, quand il y a eu l'insurrection de Varsovie en août 44, ils ont créé plusieurs ZBV, simplement le temps de mater la rébellion, et puis après on dissolvait le ZBV à la fin, d'accord? Donc dès que vous voyez ZBV, il y a une idée d'opération spéciale, quelque chose. C'est pas quelque chose qui va rester dans la durée au niveau organique. On crée une unité pour un événement, et après on va la dissoudre. Donc souvent, si vous voyez donc le terme ZBV, c'est lié à une opération, à quelque chose de spécial en tout cas. Voilà. Et ils vont créer un Panzerabteilung ZBV, et ils vont se dire à Malte, on va envoyer des véhicules de prise. Dans ce ZBV, regardez ce qu'on retrouve. Je trouve ça incroyable, hein. Un tank lourd à 3 canons secondaires, après tu rajoutes une division à tank lance-flamme, au secours. Mais la modification de KV2 avec la coupole de P3, c'est une modification de terrain. Bah là, regarde, il y a la coupole de P3. Donc il y a il y a pas mal de KV2 qui ont été standards, des boiteux KV2, d'ailleurs, ils ont un nom administratif de capture, qui est, on l'appelle KV2 754R, R pour Russisch. Rappelez-vous que tous les véhicules de prise ont leur pays d'origine, entre parenthèses, à la fin. Donc les canons, les véhicules capturés français avaient F à la fin pour Franzose, ou Frankreich, je sais pas si c'est le pays ou l'adjectif du nom. Donc là, ça serait R pour Russland, Russisch. Et donc, ils ont fait pas mal de modifications. Ils ont entre autres mis un tourello. C'est quelque chose qui manquait au KV2 de base. C'était un bon tourello. Donc, il n'est pas rare de voir les versions allemandes avec une tourelle pour le chef de char. Et donc là, vous avez quelques rares photos du ZBV 66. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'unité spéciale. Et ces chars avaient vocation à débarquer à Malte. Ils devaient débarquer à Malte. Ne me demandez pas comment. Dans quel bateau. Est-ce qu'ils allaient capturer le port et les mettre en grue? Les Allemands à l'époque étaient pas trop spécialisés dans les débarquements d'assaut avec les Italiens. Ça manquait de barges et de péniches. Mais en tout cas, ils avaient créé un bataillon blindé avec des véhicules de prise pour aller débarquer à Malte. Là, pareil, c'est encore des... ça, c'est à Neuruppin en Allemagne en 42. Donc, ils ont réussi à centraliser quelques tanks. Vous noterez le Tourello de Panzer III. Donc là, on est vraiment sur une version modifiée allemande. La radio allemande, devant. Le canon est bouché aussi. Aucun intérêt à avoir le canon ouvert pour qu'il y ait de la merde qui vienne se mettre dedans. Il est beau, hein? Un KV2 à Malte. Écoute, l'idée n'est pas mauvaise. À Malte, il y avait énormément de forts anglais. Vraiment de fortifications anglaises. Le KV2 aurait peut-être été adapté à Malte, mais je vois pas comment ils l'amènent là-bas. Hein, comment ils le posent sur les plages. Parce que le machin sur le sable, c'est finito, hein. Ce truc-là, vous le posez sur une plage, il fait même pas 1 mètre. Donc ouais, voilà un petit peu le KV2 allemand. Encore une photo de... sûrement la même photo que tout à l'heure, prise sur un angle différent. KV2 avec du T-34 de prise.
Ah, le terrain à Malte, au secours. Hein. Eh, matez-moi cette tourelle de Panzer III. Avouez qu'il a de la classe, le KV2 allemand. Avant même la plage, non, non. Je pense que pour amener ça sur une... Vous pouvez pas l'amener sur une plage. Vous pouvez que l'amener depuis un bateau avec une grue. Une énorme grue. Et le poser sur un quai. C'est beaucoup trop gros. Hein, matez-moi l'engin. Donc ça, c'est la version allemande. C'est la version allemande. Et... Au final, le ZBV, il va être dissous parce que l'opération Hercule va être annulée. Et après, il va y avoir vraiment jamais y avoir d'unité avec ça. On va les dispatcher, certaines divisions vont récupérer les tanks qu'ils avaient donnés, et on va les retrouver au compte-gouttes. Ils vont généralement être utilisés comme pièces d'artillerie par les Allemands. Petite pièce d'artillerie mobile, ils vont pas l'utiliser comme char, mais vraiment comme une pièce d'artillerie. Et on va les retrouver parfois dans des divisions, un peu sur tous les fronts. Vous vous rappelez de la faute de l'artwork? L'artwork là. Ça, c'est une photo colorisée. J'ai la même en noir et blanc. Elle est presque plus jolie. C'est quoi derrière? Je suppose que c'est un râtelier. Un râtelier pour embarquer des bombes ou des obus. Ça ressemble pas... Non, c'est pas des fumigènes. Fumigène, t'aurais pas 50 pots comme ça. Et rappelez-vous que ça n'avait pas vocation à être sur... c'est un porte-munitions. Je suppose que c'est un porte-munitions. Qu'ils l'utilisent comme ça. Voilà. Avec les jerrycans et tout ça. C'est pas un lance-roquette. Je suis pas sûr qu'il soit bien orienté pour ça. Mais, ouais. Je me demandais. Donc, ça correspond à l'artwork. Le mec qui a fait l'artwork, là, il a pris la même photo. Ouais. Un Ebel. Plutôt un espèce de Katyusha. Mais, le train de roulement, le châssis du KV1, n'aime pas ça du tout, hein. Il aime pas ça du tout, hein. Pareil, peut-être pris à l'hiver 43, à l'hiver 44. Ils en ont peut-être encore qui roulent à cette époque. Matez un petit peu la machine. Plus un rack à munitions, c'est ça, hein. Moi, rappelez-vous qu'ils les utilisent comme pièces d'artillerie. Donc, c'est pas un problème, vous n'êtes pas sur le front. Vous êtes à quelques kilomètres du front. Vous gardez ça, vous gardez les obus à l'arrière. Donc, il y a peut-être 20 obus à l'intérieur. Et peut-être que vous en avez encore derrière. C'est comme ça que je vois ça, moi. Donc ouais, on a quelques photos de certaines unités. Regardez les mecs qui prennent la pause. Sur un rail. Combien de litres le sang, j'avoue, putain, au secours. Donc ouais, c'est un beau bébé, hein. On prend les photos devant, hein. Vous voyez, c'est un des plus gros chars de la Seconde Guerre mondiale. Le KV2 en termes de gabarit. Et ouais, c'est... Ça, c'est pas forcément une bonne chose, comme vous le voyez. C'est un char qui avait énormément de faiblesses. Trop de faiblesses, parce que son design est mauvais. Et pas son design esthétique, comme disait Poirot. Mais moi, je vous parle du design doctrinal. C'est un mauvais véhicule, dès la planche à dessin. Et ils vont pas s'en rendre compte, avant de l'amener sur un champ de bataille, où il arrive dans une zone de guerre qui est pas la sienne, quoi. Peut-être que ça, pendant la Première Guerre mondiale, ou dans une guerre un peu statique. Si vous pouvez l'amener près des défenses ennemies, il est invulnérable. Mais c'est malheureusement... c'est rare en 41. Voilà. Donc ouais, j'ai encore des photos, hein. Regardez ça. Le monstre. Ça encore un boiteux. Probablement à l'hiver 42 ou l'hiver 43. Des obus de 152, il ne devait pas en avoir des masses. Je pense qu'ils en ont capturé tellement. Il y a une particularité avec les Allemands. C'est qu'en 41... ils ont mis la main sur tous les dépôts de l'Union soviétique, qui avaient des dépôts entiers de corps d'armée. Et jusqu'en 44, sur le mur de l'Atlantique, on tire encore des obus soviétiques. Les divisions ont des canons de 76, on a des mortiers de 122 russes, et on continue de tirer des obus soviétiques. Tellement ils en ont capturé, ce qui est fou. Mais ouais, c'est plus les pièces détachées qui seraient un problème pour ce type de véhicule que les munitions. Regardez-moi ça. Hein. Lui a été détruit. Hein. Et c'est un Allemand. Donc c'est un véhicule allemand. Hein, c'est un KV2 capturé, réutilisé
qui a été détruit après par les soviétiques. Allez savoir quand. 42, peut-être même en 44. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a ramassé. Hein. Lui a été percé là. Sur le côté. Sûrement à bout portant. Hein. Mais il a... Pour l'avoir défoncé sur le côté comme ça, il a dû prendre de l'artillerie lourde. Il a été déchenillé. Peut-être d'abord immobilisé. Déchenillé. Vous pouvez être sûr qu'il n'a pas été détruit par les tirs. Ça, c'est après les mecs qui sont venus s'entraîner à bout portant. Hein. C'est le seul KV2 mort au combat qu'on ait vu ce soir. Comme je dis, c'était un véhicule qui est trop gros pour être détruit. À moins de lui mettre la savate de ses morts et de s'acharner dessus, vous pouvez pas le casser. Surtout en 41. Sur le front de l'Ouest, j'en ai vu aucun sur le front de l'Ouest. Uniquement sur le front de l'Est et quelques photos. Voilà. Là, j'en ai un qui appartient à la 12e Panzer. Regardez-le. 12e Panzer Division. Donc il était utilisé par la 12e Panzer comme pièce d'artillerie mobile. Voilà. Il est beau, hein? Il est beau, mais... c'est quand même vachement de la merde. Hop là. D'ailleurs, le B, c'est pour Beute. Vous voyez, B, c'est pour capturer. C'est juste dans le doute qu'il n'y ait pas un mec qui fasse une connerie avec la paire de jumelles, vous voyez? Paire de jumelles, B, c'est pour Beute. C'est-à-dire que le véhicule a été capturé. Et celui-là... Alors, il y a pas mal de rumeurs sur ce véhicule. Non, on pense que ça serait ce véhicule-là. Vous voyez? Celui à la parade, à Berlin. Et on pense qu'il a fini à Essen. À Essen, en avril 45, à défendre l'usine Krupp. Et c'est les Américains qui l'ont cassé. Les mecs de l'usine l'auraient utilisé comme bunker. Vous voyez qu'il est un peu protégé là. Et il l'aurait utilisé comme bunker. Et là, on voit qu'il a brûlé. Hein. Mais en avril 45, il n'est pas fait pour la Seconde Guerre mondiale. Il est obsolète. C'est un design qui est obsolète. Pourtant, c'est pas une voie de garage. C'est qu'il a été mal designé dès le début. Les mecs se sont dit, on va mettre une pièce d'artillerie mobile, mais on va faire un tank super haut. Ce qui est déjà une très mauvaise idée en soi. Et c'est un tank artillerie qu'on pourra amener en première ligne. Ce que tu veux surtout pas faire. Alors, je vous pose la question. Hein, est-ce que vous pensez que mettre une pièce de 152 sur un châssis de IS-1 est une voie de garage? Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Un char de rupture. Désolé, le Tigre est un char de rupture. Le Tigre est un char qu'ils ont essayé de mettre très bas aussi. Est-ce que mettre un obusier de 152 sur un châssis de KV1, comme ce qu'ils ont fait là, est-ce que c'est une voie de garage? Y a-t-il pas moyen d'être plus efficace? Ah non, une bonne boîte de vitesse. Boîte de vitesse, ça a explosé à tout bout de champ. Le KV2, le SU 152, absolument, une casse-mat. Oui, je l'ai pas dit, mais quand je dis que le châssis était pas bon, ça inclut la boîte de vitesse, suspension et tout ça. Hein. Les boîtes de vitesse avec un mauvais conducteur, c'est comme pour le Tigre, hein, vous pouviez l'exploser. Le SU 152, les Russes, fin 42, vont tout apprendre. C'est un obusier refoulé, mais c'est totalement un obusier, c'est une pièce d'artillerie. Le canon est un obusier. Et les soviétiques vont apprendre du KV2. Ils vont se rendre compte, ouais, le canon marche, le canon fonctionne, mais le design n'est pas bon. On va totalement partir. Et on va recommencer à zéro avec le même châssis. Voici, quelques années plus tard, le SU 152. Superbe véhicule, qui a quand même les problèmes du KV1 en termes de châssis. Mais voici un excellent véhicule de combat et d'appui d'infanterie. Véhicule terrifiant. Et tellement terrifiant que vous voulez pas être un tank en face de ça. Parce que je peux vous dire que toute la série des SU-152, ça fait bobo. Mais ça, c'est un KV2 dont les ingénieurs ont appris des erreurs. Voilà, rien d'autre. C'est pas la même pièce, c'est le même calibre, mais voici un bon design en termes de fonctionnalité et de doctrine. Un très bon véhicule de support, capable éventuellement de taper dans du char grâce à ses obus.
Et les soviétiques étaient tellement contents du SU-152 qu'ils vont le faire basculer sur un autre châssis, qui est le châssis de l'IS-2, ce qui va donner le ISU-152, mais qui est le même canon. Voici un ISU-152. La différence entre le SU-152 et l'ISU, c'est le châssis. Ils vont garder le même design et la même idée, mais ils vont changer de châssis et ils vont donner ce géant qui est le ISU et un véhicule absolument incroyable. L'ISU 152, un terrifiant canon d'assaut et au secours. Le SU est le plus beau. Les deux sont de superbes véhicules, de terrifiants véhicules, très efficaces, très dangereux et vous comprenez. Pourtant, c'est le même rôle. C'est le même rôle techniquement qu'un KV2. Vous comprenez un petit peu les mauvais choix. La guerre a appris aux ingénieurs soviétiques à ne pas faire ça. Mais quand ils ont designé ça fin 39 dans l'urgence, ils se sont dit plus on monte haut le canon, plus on voit mieux, et plus le char peut avancer près, faire un tir précis, et on va tellement le blinder le machin qu'il sera invulnérable. Et sur le papier, on peut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Sauf que dans les faits, ils se sont retrouvés avec un machin qui faisait plus de 50 tonnes, le pauvre châssis, voilà, une abomination. La série des SU-152 et des ISU est le bon choix. Voilà, il faut se tromper avant de réussir, absolument. C'est con que ce soit les soldats qui doivent payer le prix de tes mauvaises idées quoi, sur le champ de bataille, malheureusement. Mais les soviétiques ne vont pas lâcher l'affaire avec le KV, et ils vont faire la série des SU-152 et des ISU qui sont... tu l'as déjà croisé dans ces voyages, bien sûr. Je déteste affronter ça. Ils ont vite appris. Ouais, c'est une des particularités de la guerre. À force, plus tu te fais péter la gueule, plus t'apprends vite. Les premiers ISU-52 avaient les mêmes optiques que le KV2. Je suis même pas surpris, vu que techniquement... Alors, c'est pas le même canon. C'est pas exactement le même canon, mais c'est le même calibre. Je suis pas surpris qu'ils avaient des points en commun. Le SU-100 existait ou c'est juste une lubie? Le SU-100, c'est le Zverboy, c'est le canon anti-char. Ils en ont fait un paquet de SU-100, hein, de chasseurs de chars. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc ouais, le KV2... Le KV2, alors moi j'adore le KV2, vraiment, je l'adore, parce qu'il il a une gueule quoi. Il a une gueule, c'est un gros canon, mais il n'a absolument aucun intérêt en termes de doctrine. Ce véhicule est un échec terrible, mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, les Français ont fait des erreurs, les Allemands ont fait aussi beaucoup d'erreurs dans certains de leurs designs. Et entre ce qu'on peut penser dans un bureau d'études et l'application sur le terrain, dans le bureau d'études, ils ont peut-être pas la doctrine non plus. On leur dit de faire une pièce d'artillerie montée, on va la monter très haut. Et ils abandonneront pas l'idée, puisqu'on finit avec le ISU 152. Et ce n'est que la fin de la doctrine, le ISU 152. Voilà. Le IS est censé remplacer le KV. Alors le problème, c'est que non. Il y a presque 2 ans d'écart. Les soviétiques ne feront pas de KV2, ne construiront pas de KV2 après Barbarossa. Ils vont déplacer les usines en octobre, je crois, et après ça, plus jamais ils feront de KV2. Le KV2 est extrêmement éphémère. Il est tellement nul que les soviétiques vont même s'en rendre compte. Et ils ne produiront pas de KV2 après que les chaînes de montage aient été démontées et envoyées de l'autre côté de l'Oural. Et les KV1, eux, vont être continués à produire. Et le SU-152 va arriver que début 43, les SU-152. Donc il y a presque un trou de 2 ans entre la fin des KV2 et les SU-152. Donc les IS-2 sont encore un autre type de véhicule. Les KV2 et les IS n'ont pas le même rôle sur le champ de bataille. L'IS-2 est techniquement là pour contrer les lourds allemands, les Panthères et autres Tigres, même s'il va se révéler être un excellent véhicule d'appui aussi, ce qui peut sembler... l'IS-2 peut faire le rôle du KV2. C'est comme ça qu'il faut le voir. On dirait un char de Warhammer 40 000, absolument. C'est un char qui a un côté de sci-fi. Mais je suis persuadé que ce n'est pas du tout un bon véhicule. Il y aurait moyen de rajouter le type 95 Ago sur tes listes. Oh là là.
Je vais te le mettre, ton type 95 Hago. T'es sûr que je l'ai pas fait, le Hago? Attendez. Le Hago. Ça me parle, ça, le Hago, hein. Le Hago, je crois que je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait, le Hago. Déjà fait. Ah, je me disais bien. Eh, vous avez vu le chat qui arrive plus à suivre les Wartanks. Je vous dirais que moi non plus, j'arrive plus à suivre les Wartanks et les Warbirds. Hein. L'autre fois, j'avais commencé à faire un Warbird, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait. J'ai eu l'air très con hein, quand je fais ça. Putain, c'est pas possible. Oh là là. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, ouais, très intéressant comme véhicule, le KV2. Ça arrive, les mauvais chars. Le KV2 est un mauvais char. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de lui donner un peu d'amour. C'est quand même, je pense, un très joli véhicule. Voilà, on va lui donner ça au KV2. C'est un beau véhicule. Mais c'est tout. Voilà. Bon, je m'arrête là. C'est quoi la semaine prochaine? J'en sais absolument rien ce qu'on fait la semaine prochaine. On verra bien. La surprise, généralement, je décide le jour avant, à la dernière minute, ce que c'est. Je m'arrête là à 21h30. Ouais, d'ici une petite demi-heure, d'ici 15 minutes, je relance le stream. Et on essaiera de passer un tour avec le royaume réunifié. Hein. On essaiera de passer au moins un tour hein, ce soir. Hein. Ça serait cool. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et sinon, passez une bonne soirée. Demain, je ferai du Sea Power en début d'après-midi. Et il y a Infi qui sera là en soirée pour du Factorio. Jeudi, minute géopolitique sur l'Ukraine. Et du Age of Empires 2 en soirée. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Et moi, je vous dis à